Donc on va passer à l'orateur suivant. On va appeler le docteur Jordi Miatello, qui vient du Kremlin-Bicêtre et qui travaille actuellement à Genève et qui va nous parler de l'utilisation des halogénés en réanimation pédiatrique. Merci beaucoup. Alors, j'essaie de me loguer. Ok. Donc, merci à tous pour cette session ce matin, de m'avoir proposé de parler de ce sujet. Alors, il y a déjà, je vais reparler un petit peu de ce que vient de nous présenter Fabrice. On parlait justement des nouvelles molécules. Moi, je vais vous parler d'une molécule qui n'est pas nouvelle, hein, des halogénés, mais de son utilisation potentielle en réanimation pédiatrique. Il n'y a pas de médicament miracle, c'est pas non plus miracle, mais il faut faire les études, en effet, comme on en parlait il y a 5 minutes. Avant de commencer cette présentation, juste un lien d'intérêt potentiel. Je suis investigateur dans une étude qui s'appelle IsoConfort, qui est sponsorisée par un industriel. Je vous en parlerai juste à la fin. Malheureusement, je n'ai pas encore les données, mais ça avance bien. Alors, des papiers, Fabrice en a déjà présenté. Je vais être un petit peu redondant, mais je vais vraiment passer beaucoup plus vite. Donc on voit bien avec le topo précédent, puis la discussion là, qu'il y a vraiment une problématique sur la sédation en réanimation pédiatrique, problématique qu'il y a moins chez l'adulte, puisque l'utilisation du propofol est quand même largement faite. Et Gilles a bien rappelé les contre-indications de ces utilisations. Et du coup, quand on regarde ces enquêtes, on voit encore que c'est une problématique existante. Fabrice vous en a présenté certaines. Là, une enquête aussi assez récente de 2022 de la Société européenne de réanimation pédiatrique, où, comme mentionné, hein, si on demande aux réanimateurs quelle molécule ils utilisent en premier choix pour sédater un enfant, là j'ai zoomé sur le tableau des sédations, c'est le midazolam, c'est les benzos, cette espèce de diable chez l'adulte qu'on utilise, nous, l'argamanu en pédiatrie, avec, donc prédominante, mais quand même toute une ribambelle d'autres sédations. Donc là, on est vraiment sur la première molécule utilisée, la dexmédétomidine qui vient derrière, loin derrière, et puis kétamine, propofol, chloral, toutes ces choses-là. Donc une grande hétérogénéité, des posologies, j'ai pas mis le tableau sur les posologies, mais aussi une grande variabilité de posologie. Donc il reste un souci de sédation. Si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pareil, on en reparlait aussi juste avant. Là, c'est une enquête aussi un peu plus ancienne, s'arrête en 2016 sur les pratiques américaines, nord-américaines. Et on voit dans ce tableau, ils utilisent aussi les benzos en numéro 1, mais ce qui est discuté en tout cas dans l'article, c'est la présence du propofol, notamment chez 20% des patients sédatés, chez les moins de 3 ans, dans cette série-là, où finalement les réanimateurs nord-américains vont utiliser très vite cette molécule dans les indications de sédation, ce qui en fait le troisième sédatif le plus utilisé. Et en effet, les guidelines, donc là je remontre encore à peu près le même tableau, avec les mêmes rappels, disant que c'est quand même des études de qualité, on va dire, de niveau de preuve qui sont assez faibles. Et finalement, ils ont rajouté un petit tableau là que je ne vous avais pas montré, mais quand on le lit comme ça, c'est assez frappant. En première ligne, alpha-2 agoniste, donc en post-opératoire et chez le patient en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Encore une fois, finalement, c'est peut-être là où on a le plus de niveau de preuve avec beaucoup d'études, mais ça reste quand même d'un niveau modéré. Et en deuxième ligne, la kétamine et le propofol, fort précisément indiqués, avec quand même la contre-indication, avec les doses qui apparaissent dans les recommandations aussi, enfin dans les discussions françaises, inférieures à 4 mg kg et des durées de moins de 48 heures, mais ça apparaît tel quel dans le document. Et les benzodiazépines qui sont vraiment relayés à la dernière place et qui sont du fait du risque de délirium. Donc il y a vraiment, si on regarde l'enquête avant, où on place le médicament qui est en dernier en premier, et ce qui est recommandé finalement par des études, une méthode GRADE, enfin des trucs habituels, ils ont mis 12 ans à faire ce travail. Il y a quand même une grande marge. Donc est-ce qu'on peut essayer autre chose? On a parlé du REMI, on a parlé de la DEX. Les halogénés, en tant qu'anesthésiste, on les utilise pour faire dormir les enfants. Donc il y a au bloc opératoire, il y a des industriels qui ont développé des dispositifs qui permettent d'être administrés sur des respirateurs de réanimation. Alors, est-ce que ces gaz inhalés, ça pourrait être une alternative à la perfusion de nos classiques sédatifs intraveineux en tant qu'agent unique, en association avec des opioïdes, en association avec d'autres hypnotiques? C'est vrai qu'on a l'habitude, en tout cas en pédiatrie, de faire de la co-sédation assez vite chez les patients qui ont des tachyphylaxies très, très rapides, ou juste en remplacement des récepteurs, en droguolidés. Il y a des avantages théoriques, descriptifs,
qu'on connaît tous, puisqu'on manipule les gaz au bloc opératoire. Est-ce que c'est possible chez l'adulte et chez l'enfant? Donc ces industriels, là je vous montre deux dispositifs, ont développé ces filtres qui permettent d'administrer les gaz halogénés. Ces dispositifs, c'est des filtres HME standards qu'on connaît, ils sont antibactériens, antiviraux, ils sont aussi échangeurs de chaleur et d'humidité. La spécificité quand on les utilise sur les respirateurs d'anesthésie, je vous montrerai après sur des photos, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'humidificateur chauffant, réchauffeur, qui du coup va dégrader le matériel, abîmer les composants, donc on doit l'éteindre. C'est vrai que voilà, si on parle de pédiatrie, ça nous fait tous un petit peu peur d'éteindre l'humidificateur. Et ce système va permettre d'évaporer le gaz, donc qui est, vous le savez, liquide à température ambiante, donc qui est prélevé dans une seringue et qui est vissé ici vers un système Wearlock qui est vraiment sécurisé et qui va être évaporé de façon passive sur le pouce-seringue par une buse poreuse qui est à ce niveau-là. L'avantage du dispositif, c'est un peu comme quand on fonctionne en circuit fermé sur nos respirateurs d'anesthésie, c'est qu'on a une capacité de recyclage, de récupération lors de l'inspiration suivante, puisqu'à l'expiration, le gaz, donc là je vous montre chez un patient, c'est un adulte, peu importe, lorsque le patient expire, 90%, j'allais dire 90, je suis désolé, est bloqué par ce filtre et à chaque réinspiration du respirateur, ça repart vers le patient, ce qui permet de tourner à des petits débits d'halogénés. L'autre grande problématique de ce dispositif, qui a freiné beaucoup pour l'utilisation en pédiatrie, en dehors de... Il y a plein de freins, hein, évidemment, encore, c'est l'espace mort, très important initialement 100 ml, puis grâce aux avancées techniques, une miniaturisation qui a pu être possible, et on est passé sur des filtres de 50 ml. Malgré ce volume, on est quand même embêté chez les patients qui ont des volumes courants inférieurs à 200 ml. C'est un cut-off un peu arbitraire qui a été proposé sur les case reports quand on a commencé à le développer chez l'enfant. Et chez les patients donc, inférieurs à 200 ml, on y est facilement en réanimation pédiatrique. Enfin, c'est très rapide, hein. On n'a pas beaucoup de patients qui sont plus de 200 ml de volume courant. Afin de diminuer l'espace mort, on le branche sur la branche inspiratoire du respirateur de réanimation. Donc juste ici, sur cette photo, à la sortie du respirateur, afin de diminuer l'espace mort. Donc là, je vous ai montré un respirateur dernière génération. Mais du coup, avec ce dispositif, qui est quand même l'avantage aussi de permettre un monitorage de la sédation, ce n'est pas le but de la présentation, mais l'avantage de l'utilisation des halogénés en soins intensifs pédiatriques, c'est quand même de pouvoir monitorer, et notamment la fraction expirée qu'on utilise du coup dans ce cas-là. Il y a une ligne de prélèvement qui est positionnée qui permet de mesurer la concentration expirée de gaz et qui est branchée à un moniteur, et elle est normalement au niveau du filtre. Mais là, on est obligé de la déplacer, de la déporter au niveau du patient, hein, sur le COB, et de rajouter quand même un espace mort pour ajouter un système Wearlock. Certains circuits, alors les Fisher-Paykel, pas forcément des Wearlock. Sur les petits circuits, il y a possibilité, mais sinon, on est obligé de rajouter un petit raccord pour avoir l'analyseur de gaz qui fonctionne. Et du coup, on perd aussi l'autre avantage de réinhalation, puisqu'on est en amont, on n'est vraiment que sur la branche inspiratoire. Donc on a des débits de perfusion qui sont plus importants, c'est pas non plus incroyable, mais c'est en effet plus important. Et lorsqu'on sédate fortement les patients, ça a un coût aussi. On parlait du coût de l'index, mais ça a un coût aussi. Le système de récupération, évidemment, très important quand on utilise des halogénés, donc qui est positionné sur la valve expiratoire et qui est un système de charbon actif qui permet de récupérer le gaz, qui se change évidemment, hein, parce que le charbon est saturé. On doit jeter et remettre un nouveau dispositif. Donc tout ça, évidemment, c'est du consommable, c'est un coût. Les données adultes, je ne vais pas vous les passer. Il y a beaucoup de... Ça fait longtemps que ça existe, hein, ce dispositif chez l'adulte. Hein. C'est beaucoup du case report aussi. Il y a des séries, il y a des revues, il y a des choses. Bon, après, il y a des utilisations un peu logiques et pas démontrées, mais rapportées, on va dire, dans l'asthme aigu grave, évidemment, sur l'effet bronchodilatateur des gaz anesthésiants globalement. Je reste très global sur les gaz, on pourrait discuter après des différentes gaz d'anesthésie. L'état mal épileptique, notamment avec l'utilisation du sévoflurane, des beurres suppression à des posologies très élevées, même en cas d'HTIC, tout ça, c'est des cas cliniques, hein, rapportés. L'utilisation en VNI dans l'asthme aigu grave, mais avec des risques quand même, on n'est pas au bloc opératoire, hein, on est dans des salles d'hospitalisation avec des risques de pollution si le système n'est pas hermétique.
Il y a des données sur des protections myocardiques qui sont discutées, discutables. Sur la sédation difficile, grande problématique, et c'est peut-être ça qui nous intéresse le plus pour la pédiatrie, avec, en tout cas, à ma connaissance, une tolérance, pas de syndrome, on va dire, de sevrage, tachyphylaxie connue, vraiment décrite sur des administrations prolongées. Voilà, mais on n'a pas les travaux encore pour conclure tout ça. Notamment chez les brûlés, la toxicomanie, les douleurs chroniques, réduction de la durée de ventilation mécanique, y compris lorsqu'on compare ça avec l'utilisation du propofol, de la qualité de réveil, amélioration de la survie, alors ça c'est des choses où j'ai mis les références, mais voilà, très discutable. La RDS, très à la mode, effet anti-inflammatoire, anti-œdémateux, il y a des équipes qui s'intéressent énormément à ça, notamment sur Clermont-Ferrand, avec des données sur des lésions épithéliales qui sont moindres avec des patients en ARDS qui sont ventilés sous sévoflurane plutôt que sous midazolam. Et ce médicament a un petit peu explosé, en tout cas sur la pandémie récente, avec l'utilisation des halogénés lors des ARDS sur SARS-CoV-2. Et notamment au moment où on était un peu en pénurie et on n'avait plus de propofol, plus de mida, plus rien, on s'est mis à utiliser des halogénés aussi en réanimation, avec des données sur des pressions de ventilation, tout ça un peu récent, c'est hyper intéressant. Mais à suivre. Sur la pédiatrie, voilà, on est un peu short comme d'habitude. La revue de la littérature, elle est assez rapide. Et puis il n'y a rien d'exceptionnel. Si on discute juste des indications, alors vous allez voir, les deux gaz qui sont possibles d'être administrés, c'est l'isoflurane et le sévoflurane. L'isoflurane, c'est historiquement celui qui a été décrit, c'est celui sur lequel il y a le plus de données dans la littérature. Là, actuellement, on va dire la version un peu plus moderne de ce gaz, le sévoflurane, commence à être quand même, en tout cas, rapporté. Là, je vous montre ça c'est de l'asthme très sévère, aigu grave. Je vous laisse voir les valeurs de pH sur ces courbes et les valeurs de CO2. Alors, c'est du kilopascal. Hein. Donc, 5 kilopascal, 5-6 kilopascal, c'est 40 mm de mercure. Donc, on est à 20, on est à beaucoup. Ils sont encore vivants, a priori. Donc sur ces cas, ils montrent très rapidement un effet, mais qu'on connaissait déjà avant l'utilisation sur des respirateurs d'anesthésie, hein, sur des respirateurs de réanimation, vu qu'il y avait déjà des cas sur des patients ventilés asthmatiques sur des respirateurs d'anesthésie. Mais là, c'est de la réanimation pédiatrique avec une amélioration très rapide de l'acidose, une diminution de l'hypercapnie et des pressions qui diminuent très rapidement, monitorées sur le respirateur. Il y a un patient là, qui sort un peu du lot, qui a en fait une pneumopathie, et qui n'a pas un diagnostic d'asthme et qui s'améliore secondairement. Des effets secondaires, des hypotensions décrites avec des mises sous norépinéphrine à des doses microscopiques. Donc quand même un effet évidemment hypotenseur, mais comme les autres médicaments sédatifs IV. Hein. Dans la même thématique sur le bronchospasme chez l'enfant, c'est des équipes espagnoles qui utilisent beaucoup les halogénés. Pareil, même donnée, quand on met très vite, le CO2 diminue, les pressions de ventilation diminuent aussi très rapidement. C'est vrai que quand on n'utilise pas ce cas, on a tous vu des asthmes intubés en réanimation, ils mettent parfois 24, 48, 72 heures à se réouvrir. Et là, il y a un effet quasiment immédiat dès le branchement du sévoflurane. Dans les difficultés de sédation, dans la prise en charge, le management de la sédation chez l'enfant en réanimation pédiatrique, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a des petites séries observationnelles. Là, c'est un peu de prospective. 23 enfants ici. Et eux, ce qu'ils montrent, c'est que quand ils utilisent le sévoflurane pendant des durées médianes de 5 jours, dès 48 heures, ils ont quasiment arrêté les sédatifs. Alors là, vous avez toutes les ribambelles sédatifs utilisés. Donc, ils s'écroulent là, on est à 1 heure, 6 heures de sévoflurane. Là, c'est 87% des patients chez eux qui ont diminué leur dose. Avec un niveau de sédation, parce que c'est quand même important de regarder un outcome différent. Là, ils ont soigné le bis, le confort qui est... alors bon, il se passe quelque chose quand même, hein. Là, on est autour de 60 et on voit qu'on ouvre, on met la perfusion de sévoflurane, hop, le bis redescend très très vite. Et il reste dans des ranges tout à fait acceptables sur en tout cas ce qui a été prescrit par les collègues qui ont fait ce travail. Sur le sevrage de la ventilation mécanique, des études de faisabilité, c'est beaucoup de ça en fait, hein, pour l'instant, au niveau de preuve, avec un niveau de l'intervalle de sédation souhaité qui est atteint dans 89% des cas, une extubation rapide après l'arrêt de l'administration. Je ne vous ai pas montré les données. Cette petite dysfonction, enfin cette dysfonction psychomotrice réversible, je vous en reparlerai après, qui est cet effet neurologique qu'on retrouve. Il y a une petite série japonaise qui l'explique juste après. D'autres utilisations, notamment lors de l'assistance avec des circuits, des circulations extracorporelles. Donc là, un travail espagnol qui rapporte son utilité, un case report.
travail de l'équipe de Trousseau, ici aussi, qui montre, et c'est impressionnant, hein, un enfant qui est vraiment sédaté lourdement. Vous voyez, toutes les molécules, on est à 400 gamma kilo-heure de midazolam, morphine, kéta, pentotal, dexmédétomidine, le tout. Ils mettent le Cevo et là, tout s'arrête. On est à 72 heures, on est à 60 gamma kilo-heure et on a peu de suff. Avec un enfant qui devait sauter dans son lit juste avant, ce qui n'est jamais très marrant quand on a une canule d'ECMO avec un débit à fond. On curarise du coup dans ces cas-là, généralement, c'est pas très bien. Et une sédation qui même, hein, il est surdosé là, à ce moment-là, mais qui est très, très efficace d'emblée. Donc ça fonctionne. C'est possible, reste à voir la suite. Une utilisation au long terme, parce que c'est un peu la crainte, on va en reparler, hein, qu'est-ce que ça devient au bloc? C'est quand même assez court l'utilisation des halogénés, enfin c'est court même. Au bout de quelques temps, alors on est sur des durées un peu plus longues. Bon, c'est plutôt des données sur les épargnes de benzo ou c'est leur tolérance hémodynamique. Ça a l'air de passer. Je vous parlais des effets secondaires neurologiques, et notamment ces dysfonctions psychomotriques réversibles qui sont décrites à type de tremblement, de mouvements choréiques, d'agitation, d'hallucination. Dans ce rapport, ce que rapporte, alors c'est un petit peu ancien aussi, hein, c'est que ça touche principalement les petits, moins de 4 ans. Et dès qu'on passe à 5 ans, on n'est plus qu'à 1,3%. Donc il y a vraiment un cut-off chez le tout petit. Les halogénés, administrés de façon, on va dire, prolongée, il faut se méfier. Plus de 24 heures aussi, facteur de risque d'apparition de ces mouvements. Pas d'influence de la cosédation. Et donc là, dans le travail, 3,6% des patients sous sédation avec de l'ISO, plus de 12 heures étaient concernés par ces mouvements. On en a régulièrement, on en fait dans le service, on s'appelle entre collègues français, tous ceux qui le font, voilà, on les passe à l'IRM. L'IRM est souvent normal, enfin elle est normale en tout cas quand c'est que ça. Ça disparaît, c'est totalement réversible, donc à suivre quand même, évidemment, il faut se méfier. D'autres effets secondaires classiquement décrits dans la littérature. Là, j'ai essayé de vous trouver des cas de pédiatrie. Lésions fluor, le fluoride, la concentration dans le plasma, et potentiellement l'atteinte rénale. Là, il y a un case report chez un enfant qui est déjà insuffisant rénal sous son choc septique. Donc évidemment, la concentration plasmatique de fluoride elle est élevée. Mais lorsqu'on fait une anesthésie générale et qu'on dose l'ion fluoride chez le patient intubé ventilé sous halogéné, elle est déjà augmentée très rapidement. Donc il faut faire quand même un lien de causalité qui n'est pas tout à fait démontré. Là, sur du diabète insipide aussi, chez des patients neurochirurgicaux, ça c'est de l'adulte, avec des doutes sur l'association avec le sévoflurane en prolongé. Et une revue, alors 20 articles, c'est pas grand-chose sur la toxicité, qui précise, alors c'est tout venant, hein, enfin, en termes d'âge, neurotoxicité aux âges extrêmes, qui rappelle quand même, alors c'est beaucoup de données sur l'ISO, à voir peut-être avec le CEVO, les dysfonctions cognitives post-opératoires proportionnelles à la dose et à la durée, on va dire, et à faible dose, ce travail très limité ne rapporte pas de toxicité neurologique ou systémique grave démontrée. En pédiatrie, et notamment en néonatologie, on ne peut jamais faire grand-chose, c'est très compliqué la recherche, globalement. Nous, du coup, sur des modèles animaux, des données contradictoires, comme tout le temps. Donc, un coup, ça va bien, un coup, c'est pas bien. Je vous ai mis deux exemples. Isoflurane, ça, c'est le cerveau de macaque nouveau-né. Là, ils en ont mis pendant 3 heures. Ils ont regardé l'activité caspase-3. Et au bout de 3 heures, ça monte. Donc, caspase, reflet de l'apoptose, on va dire, des cellules neuronales, probablement. Et là, par contre, d'un autre côté, c'est sur un modèle, c'est des souris, pardon. Association de sévoflurane et hypothermie légère dans un modèle d'ischémie reperfusion néonatale. Il me semble que ils font un péritonéal, il me semble. Il y a dans cette série une diminution de la mortalité pendant l'ischémie cérébrale, une réduction des dommages structurels cérébraux. Là, je vous ai mis les coupes d'anapathe, Sévo, alors il y en a quand même, pas Sévo. Voilà, c'est un peu plus grave, des inclusions, enfin, il y a une mort cérébrale très importante. Et une amélioration des anomalies neurologiques au long terme, à l'âge adulte, de la souris. Pour progresser, donc il faut faire des études, c'est très compliqué. On a actuellement une étude de phase 3 en cours, multicentrique, ouverte en aveugle, randomisée, donc qui est stratifiée par âge, qui est européenne. Enfin, il y a 5 pays, il y a l'Angleterre qui vient de nous rejoindre là, contrôlée par rapport au traitement SODAR qui est le midazolam. Donc l'idée, c'est isoflurane versus midazolam. Et l'outcome, c'est vraiment le pourcentage de temps de sédation adéquatement maintenu dans le confort B prescrit, c'est-à-dire que le médecin dit je veux un confort B chez ce patient, soit une sédation qui est modérée, profonde ou légère.
Il y a un tirage au sort, halogéné ou midazolam, c'est caché, il y a des petits draps noirs qui cachent les choses. Et il y a on a un aveugle qui passe toutes les 2 heures faire un confort B. Et après, on regarde, enfin, en tout cas c'est encore en cours, hein, on est actuellement à 84-85 patients sur 160, censé se terminer à la fin de l'année, c'est pas gagné. Voilà, en fonction des tranches d'âge. Donc on est pressé de voir ces résultats. Il y a évidemment toutes des surveillances derrière, hépatiques, toutes ces choses-là, tous les effets secondaires qu'on suit d'habitude. Un autre travail qu'on a fait, une rétrospective avec Mégane Reynaud, qui est une des internes du service, qui a présenté en poster hier matin, une enquête de pratique européenne ciblée vraiment sur l'utilisation des sédations inhalées en réanimation pédiatrique. Il y a quand même, donc on a lancé cette enquête. On a quand même eu 19 réponses des réanimations pédiatriques européennes. Il y a quand même pas mal qui l'utilisent finalement. 162 patients. Elle n'a pas fini totalement de regarder les résultats. Bon, c'est assez descriptif. Mais ce qui était intéressant de voir pour l'instant, l'indication numéro 1, ça reste la difficulté de sédation. Et eux observent très clairement une diminution des drogues co-sédatives, notamment le midazolam, dès qu'ils le branchent, dans des choses qui sont très sécurisées. Alors, ils rapportent, il faut qu'on regarde un peu plus en détail, 62% de syndrome de sevrage. Alors, il n'y a jamais d'arrêt total du midazolam, donc voilà, il y a d'autres molécules en jeu, donc il faut qu'on détaille un peu tout ça. Des hypotensions, 2% d'insuffisance rénale, mais quand même, ça a permis, je vous le disais, de diminuer par exemple les recurs rares, de maintenir des sédations qui sont adaptées et d'arrêter parfois les sédations IV, avec une bonne tolérance, on va dire, globale. Pour terminer, donc juste en conclusion, les gaz inhalés pour la sédation en réanimation pédiatrique. Alors, la sédation, ça nécessite évidemment d'avoir un confort optimal. Il faut prévenir le syndrome de sevrage. On n'a pas la même problématique que l'adulte, vraiment pas, du fait de la contre-indication de l'utilisation du propofol, la maturité cognitive qui est en plus pas la même à chaque étape de la vie, la taille du patient, du mutabilisme, des toxicités. Est-ce que les halogénés, c'est une alternative ou pas? On ne sait pas trop. Ça permet quand même une sédation profonde, en tout cas, de ce qu'on observe, avec un monitoring disponible, et ça, c'est un grand pas en avant. Un délai d'action qui est quand même décrit comme court, et ce qu'on retrouve en pratique clinique. Un effet on-off qui est quand même assez décrit, a priori, qui se précise, mais il faut voir les données. Organe protecteur, bon, ça ne saura peut-être jamais. Dispositif qui est quand même assez fiable, malgré une utilisation qui reste détournée. C'est pas, en tout cas, le fabricant ne dit pas de le mettre sur la branche inspiratoire, mais il y a des case reports. Exact. Et c'est le problème des études. Les mouvements anormaux, ça reste quand même très problématique. Un suivi neurologique, notamment dans l'étude, jusqu'à 30 jours. Et après, il y a des coups de fil qui sont passés jusqu'à 3 mois. Le coût, on a parlé un peu du coût de la Dexmen, mais c'est pas rien. Il y a un petit travail américain, ils aiment bien ça, compter les sous. Et c'est vrai qu'eux, ils ont fait c'est rigolo quand même, les halogénés, ça coûte plus cher que de mettre une ECMO veineuse chez les patients en asthme aigu grave. Donc voilà, il faut réfléchir à la chose. Les modifications de circuit, je vous en ai parlé. Et cette idée quand même de, chez le petit, moins de 3-4 ans, il faut se méfier, et les durées vraiment très prolongées. Probablement, il faut se méfier, mais la suite dans les années à venir, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions, peut-être pour commencer. Dans les données que tu as présentées là sur l'enquête, vous avez une idée des concentrations téléexpiratoires utilisées? Oui, alors je ne sais plus si elle les a remises dans le tableau, mais ça monte. On doit avoir un pic à 1,4, 2, ce que recommande le constructeur. Et alors je ne sais pas si elle les a mises là. On était, de mémoire, c'est 1,5 maximum en On parle de sévoflurane? Oui, sévoflurane, pardon. Ouais, 1,5 en fraction expirée. Et le minimum, c'est 0,5, 0,6. Avec des débits sur des seringues qui sont autour de 10, 11 millilitres/heure. Ça correspond à peu près chez des enfants qui utilisent le dispositif sur la branche inspiratoire. Quand on passe directement au niveau du COB, on divise quasiment par 2. C'est impressionnant les débits. Pour une même fraction expiratoire, on est à 5 ml/heure, voire un peu moins même. Donc, voilà. Et les soucis qu'on a observés, ça c'est sur des enfants qui ont été sédatés longtemps, ils avaient des débits et des fractions expirées très élevées, jusqu'à 2%. Alors ils ne sont pas rapportés dans l'enquête, ceux-là.
C'est des coups de fil de collègues et avec des débits à 20 ou 25 millilitres/heure sur les pousses seringues de sévoflurane. Alors nous, on utilise plutôt l'isoflurane. On est passé, je crois que c'est ce que se fait Isabelle Latrousseau, Pierre-Louis en soins intensifs. On était parti sur Sévo aussi. Il y a un problème de coût, il y a un problème de données aussi. Et c'est vrai que et puis il y a un problème de MAC. En tout cas, l'isoflurane, c'est quand même plus puissant, on va dire. Donc quand on a des débits quand même qui sont moins élevés et pour un confort qui est à peu près équivalent. Et c'est vrai que le côté neuro aussi de l'ISO nous a convaincus en disant bon, on fait peut-être mieux sur le cerveau avec l'ISO. Voilà, on est passé depuis 1 an et demi à l'ISO. Tu l'as évoqué tout à l'heure parce que je me souviens quand le Sévo est arrivé, on avait des préoccupations, en tout cas théoriques, sur une néphrotoxicité. Il y avait des données animales. Et puis on les a jamais vues chez l'humain parce que c'est vrai, peut-être les utilisations quand même au bloc opératoire, c'est quelques heures. Là, on parle de jours maintenant. Alors, on attend avec intérêt les résultats d'études avec des dosages de marqueurs sur la fonction rénale quand même. Ouais, le suivi rénal est prévu dans le travail que je vous ai présenté. Bon, après, c'est des mesures basiques, hein, c'est une fonction rénale biologique. Après, dans le travail, je ne vous ai pas précisé, mais c'est maximum 48 heures. Donc c'est quand même, ça reste de la sédation. C'est une étude de phase 3, hein, c'est pas non plus la grande étude randomisée qu'il faudrait après. Mais ça reste que 48 heures d'administration. Donc on reste quand même dans des délais qui sont finalement raisonnables. Donc je ne suis pas sûr qu'on voit quelque chose sur le rein. Alors qu'en pratique, quand on voit, et dans l'enquête, enfin là c'est ce qui est marrant dans ce que Megan a fait, la durée d'administration, durée de sédation, elle est longue, hein. 7 jours. Quand même, nos collègues font 7 jours, ce qu'on fait aussi. Hein, mais Dans l'étude multicentrique, c'est vraiment que ISO versus que midazolam. Mida, ouais, c'est ISO qui a été... c'est vrai qu'au niveau européen, enfin là sur l'enquête, c'est plus de Sévo dans les utilisations européennes. Alors peut-être que bon, ça reste des enquêtes, hein, les limites de l'enquête, il faut que les gens répondent. Quand on se voit, en tout cas dans les réunions de préparation de travaux de l'étude, les gens avaient plutôt on avait l'impression que c'était plutôt isoflurane dans le reste de l'Europe. Bon, peut-être que c'est beaucoup les Français qui ont répondu, mais en France, c'est plutôt ISO aussi, parce que ceux qui en font beaucoup, c'est Trousseau. Nous, on en fait moins qu'eux, mais ouais. Les Espagnols font beaucoup de sévoflurane. Les équipes espagnoles font beaucoup de sévoflurane. Est-ce qu'on a des préoccupations en termes de pollution des chambres de réanimation ou pas du tout? Alors, il y a des données, il y a énormément de données de sécurité là-dessus, parce qu'ils ont été, en tout cas les industriels qui ont développé ça, ont été évidemment challengés sur ce sujet. La technique de récupération, elle est validée, donc il y a plein de processus de vérification. En termes d'étanchéité, c'est plutôt bien, puisque même sur les moniteurs, les analyseurs, il y a un tuyau qui est prévu et qui se connecte aussi. Donc le petit volume qui est prélevé et qui est analysé, il n'est quand même pas rejeté dans l'atmosphère, il est récupéré dans la bouteille, qui se jette et qui a un nombre de seringues limité. Donc dès qu'elle est pleine et dès qu'elle est à saturation, on peut la peser, ou c'est au nombre de seringues, il faut évidemment la jeter, sinon on sature. Le problème d'étanchéité, je pense que c'est pas vraiment le problème. Par contre, on a des soucis. Enfin, l'adapter sur la valve externe, c'est pas toujours facile en fonction des modèles de respirateurs, parce que c'est quand même des pièces un peu fragiles. Et parfois, on a les connectiques qui se font pas bien, on a du mal à l'emmancher. Il y a pas mal de soucis avec certains respirateurs. Quand on a la chance d'avoir des cerveaux, des trucs comme ça marche très bien. Quand on a des Evita 2, c'est un peu compliqué, mais bon. De l'autre côté du périph', c'est pas pareil. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci.